la participation, l'action même du ministère de la Justice dans les zones, ce dispositif des zones de sécurité prioritaire relève de la mission sécurité qui incombe à ce ministère. Cette mission de sécurité, nous l'assurons dans l'élaboration de la loi pénale, dans la direction par les procureurs de la République de la police judiciaire, conformément aux dispositions contenues dans le Code de procédure pénale, dans la sanction des délinquants et des criminels, dans la surveillance, la réinsertion des détenus et des personnes placées sous main de justice, dans les actions de prévention de la récidive, dans l'accueil et l'information des victimes. Vous savez probablement qu'en plus d'une attention particulière réservée par ce gouvernement aux victimes et qui s'est traduite budgétairement par une augmentation de 26% du budget consacré à ces 173 associations qui bénévolement accomplissent leur mission aux côtés des victimes, j'ai veillé à ce que la chancellerie s'engage à ouvrir sur la seule année 2013 la centaine de bureaux d'aide aux victimes qui manquaient jusqu'alors dans nos tribunaux de grande instance. Ce travail presque titanesque, une centaine de bureaux en une seule année, est possible grâce à la mobilisation de l'énergie de celles et ceux qui, sur le terrain, font vivre ces bureaux d'aide aux victimes et surtout permettent leur insertion efficace au sein de nos tribunaux de grande instance et permettent un bon fonctionnement, c'est-à-dire les magistrats, les greffiers, les avocats ainsi que les responsables associatifs. Le 19 mars dernier, à l'initiative de l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion de présenter les grandes orientations de cette mission sécurité qui incombe au ministère de la Justice. Je salue le travail acharné que produise le président de la commission des lois, puisque les répercussions, évidemment, se retombent sur moi-même et sur le ministre de l'Intérieur, compte tenu des auditions et des sessions qui se multiplient. Je salue les parlementaires. Je vois Dominique Baert, Jean-Pierre Blasi. Je sais que Thierry Baraillard a dû nous quitter, mais François Cornu-Gentil, qui je vois encore dans la pénombre. En tout cas, je sais que nous avons Pierre Alnet Muet avec nous, Michel Français. Merci à vous pour le travail continu que vous fournissez. Je salue d'ailleurs aussi la présidente de la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie, ainsi que la représentante, l'adjointe du défenseur des droits, Madame Motte, et vous, Madame Jourdain-Méninger. Merci pour le travail d'accompagnement que vous effectuez tous les jours. J'ai souhaité que ces orientations concernant la mission sécurité du ministère de la Justice soient claires, en indiquant comment le ministère de la Justice est confronté, bien entendu, au quotidien et principalement dans nos tribunaux, confronté aux faits, à leur violence et aux souffrances que ces faits et ces violences induisent pour les victimes. Comment le ministère de la Justice doit, par ses différents services, par ses différentes missions, avoir le souci de l'exécution des peines prononcées par les magistrats, avoir le souci aussi de la réparation des préjudices subis par les victimes et entreprendre des actions de prévention de la récidive afin d'éviter de nouvelles victimes. J'ai tenu à ce que les procureurs généraux et les procureurs participent de façon active à cette journée d'évaluation des zones de sécurité prioritaires. Et merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Manuel, d'avoir accepté aussi rapidement et aussi aisément de revoir la configuration des ateliers de façon à ce que les procureurs de la République puissent apporter une pleine contribution à la réflexion et aux travaux, et nous l'avons vu cet après-midi, également aux travaux de restitution. Je veux rappeler que le ministère public est la colonne vertébrale de la politique pénale et que ce ministère public, en fait, constitue un pilier de l'état de droit. Les parquetiers, comme on les appelle, sont des magistrats part entière, comme les magistrats du siège. Ils sont recrutés selon les mêmes modalités, ils suivent la même formation, ils prêtent le même serment, ils sont soumis à la même déontologie. Leur seule spécificité consiste dans leur appartenance à la magistrature de Gand.
Conformément aux engagements du président de la République, j'ai veillé à consolider les conditions de leur impartialité. Nous savons tous que l'impartialité, il ne suffit pas qu'elle soit, il faut que le citoyen puisse y croire. L'impartialité peut être réelle, elle peut néanmoins faire l'objet de doutes. Pour ces raisons, nous avons, conformément aux engagements du président de la République, décidé de mettre un terme aux instructions individuelles, de même que pour les nominations de la haute hiérarchie, nous les avons ouvertes à la transparence d'une part et d'autre part, je respecte l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est donc un avis émis et exécuté de façon conforme, ce que nous allons essayer d'inscrire dans la Constitution et dans la loi, si le Parlement en décide ainsi. Je connais l'inventivité de ces magistrats du parquet. Ils ont été capables d'innover dans des conditions et des situations diverses. Par exemple, avec le fameux TTR, le traitement en temps réel, qui établit une relation extrêmement directe avec les forces de police et qui permet de faire remonter des procédures et qui a pour conséquence notamment de réduire les délais et notamment les délais de réponse pénale. Les parquets ont su innover également, par exemple par la convocation par un officier de police judiciaire, contre ce qui se faisait plus fréquemment, une citation directe par huissier. Par cette procédure également, nous gagnons du temps et nous pouvons accélérer la réponse pénale pour certaines procédures. Ils ont su innover plus lourdement en créant les groupes locaux de traitement de la délinquance, ces structures qui, par leur méthode transversale, par l'association d'autres partenaires, préfigurent d'une certaine façon les modes d'action qui sont en vigueur dans les zones de sécurité prioritaire. J'ai donc veillé à ce que les parquets généraux et les parquets soient impliqués de la façon la plus active, la plus directe, la plus immédiate dans ce dispositif conçu par le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a diffusé au préfet, dès la fin de juillet 2012, une circulaire annonçant les 15 premières zones de sécurité prioritaire et leurs modalités de fonctionnement. Dès le 21 août, j'ai moi-même diffusé une circulaire adressée aux parquets généraux et aux parquets pour les informer, bien entendu, de la façon dont ils vont s'impliquer dans la création et le fonctionnement de ces zones de sécurité prioritaire, en accompagnant cette circulaire de la chancellerie de la circulaire du ministre de l'Intérieur. Il y a là, en plus des déplacements que nous faisons en commun, en plus des prises de position que nous faisons également en commun, en plus de nos méthodes de travail, en plus effectivement de nos rencontres fréquentes, c'est au moins, peut-être pas tous les jours, mais c'est au moins 3 fois par semaine, cher Manuel. Et j'apprécie à la fois la rigueur et l'exigence qui sont vos qualités cardinales, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Il y a donc dans cette démarche le signal renouvelé de la détermination du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice de travailler ensemble de façon à réussir les politiques publiques qui ont pour raison d'être d'assurer la sécurité des Français. Et ce travail que nous faisons constamment en commun, de façon croisée, est de mieux en mieux entendu parmi les magistrats, bien entendu, mais également parmi les forces de police et de gendarmerie. Ce travail que nous faisons en commun, nous l'illustrons par de diverses initiatives. Le ministre de l'Intérieur rencontre régulièrement les représentants des magistrats. J'ai rencontré moi-même tous les représentants syndicaux de la police. Et ces relations sont toujours franches. Nous les souhaitons durables. Nous avons prévu de nous rencontrer régulièrement et de faire le point sur ces dossiers que nous avons en commun, ayant en commun la responsabilité de la sécurité des Français. À partir du mois de septembre, donc dès le 13 septembre, j'ai réuni à la chancellerie les procureurs généraux et les procureurs concernés par les 15 premières zones de sécurité prioritaire. D'abord pour qu'ils fassent une première estimation du fonctionnement de ce nouveau dispositif et pour les engager à s'impliquer dans la définition des prochaines zones, le ministre de l'Intérieur ayant déjà annoncé la deuxième vague de zones de sécurité prioritaire.
Le 4 octobre, ayant pris en compte les estimations qui nous ont été exposées par nos magistrats et ayant pris en considération aussi les interrogations qu'ils avaient quant à leur participation, notamment aux cellules de coordination, nous avons, par la direction des services judiciaires, diffusé une dépêche indiquant les conditions et les pratiques à partir desquelles ils peuvent s'impliquer efficacement dans ces nouvelles cellules de coordination. Le 15 octobre, la liste des dernières, en tout cas la deuxième vague des zones de sécurité prioritaire a été annoncée. Nous avons pu constater que 80% des propositions des parquets et parquets généraux étaient conformes, en tout cas correspondaient, convergeaient avec les propositions remontées des préfets. Ce qui prouve que sur le terrain, le travail que nous encourageons et qui déjà se tenait depuis plusieurs années, mais de façon illégale sur le territoire, compte tenu d'injonctions contradictoires, d'ailleurs dans un certain nombre de confusions, que ce travail se réalise, que la perception des réalités du terrain est partagée et que le travail, l'appréciation conduite d'un côté par les magistrats, d'un autre côté par les préfets, est une appréciation convergente. En février, nous avons présenté la circulaire de localisation des emplois et j'ai pu indiquer que dans le cadre de la création de 142 postes de magistrats, une quarantaine de postes étaient réservés au parquet et des postes supplémentaires ajoutés consacrés aux zones de sécurité prioritaires, en sachant bien entendu que les procureurs généraux peuvent déjà, dans leurs effectifs, affecter un ou deux magistrats provisoirement, ils ont pu le faire depuis septembre, provisoirement dans les zones de sécurité prioritaire, mais qu'il nous faut bien entendu, parce que nos effectifs sont plus modestes que ceux de la police et de la gendarmerie, qu'il nous faut bien entendu travailler également à la fois sur les méthodes de travail et sur les équipes. En avril, les procureurs généraux ont fait remonter les rapports de politique pénale des procureurs, et dans ces rapports de politique pénale, il y a une analyse et une évaluation des zones de sécurité prioritaires. Enfin, le mardi dernier, c'était le 8 mai ou le 7 mai, j'ai réuni à la chancellerie les procureurs généraux de façon à préparer cette journée d'évaluation et donc à partager le bilan des premières ZSP. Et cette circulaire que je vous ai adressée, Monsieur le ministre de l'Intérieur, est donc depuis ce matin à la disposition de tous les parquets de France et des Outre-mer. Je sais bien que tout cela n'est pas suffisant, c'est pour cela que j'ai chargé l'Institut des hautes études de la justice d'une étude sur la mission de juger, sur le périmètre d'intervention du juge et sur son équipe d'assistance. Cette étude est achevée, le rapport de mission me sera remis très prochainement. J'ai également mis en place un groupe de travail, deux groupes de travail, dont un sur la mission de juger et l'équipe d'assistants qui peut se trouver aux côtés des magistrats, qu'il s'agisse de magistrats du parquet ou de magistrats du siège. Les organisations syndicales siègent dans ces groupes de travail. Le rapport me sera remis en automne prochain. Je dis d'ailleurs au procureur général Beaume, je le lui redis tout à fait publiquement, ainsi qu'au procureur Robert Gély, que les procureurs généraux et les procureurs seront très fortement associés à ces travaux et pourront participer notamment aux discussions qui suivront les rapports dès qu'ils auront été remis, mais ils sont déjà représentés dans ces groupes de travail. L'implication donc des procureurs généraux et des procureurs est là, elle est forte, même si une question essentielle était celle de l'articulation de leur participation aux structures déjà existantes avec les cellules de coordination qui ont déjà été créées. Je note pour ma part l'évolution tout à fait favorable des relations entre les préfets et les procureurs de la République. Il y a quelques mois, la situation était relativement inégale sur le territoire. Ces relations sont d'une qualité qui ne cesse de s'accroître. Elle est liée évidemment à la qualité des hommes, des procureurs et des préfets. Je veux d'ailleurs saluer tous les préfets qui sont dans la salle, en particulier évidemment le préfet Carinco, mais tous les préfets pour leur dire toute ma gratitude pour la disponibilité dont ils font preuve lors de mes différents déplacements, la qualité des informations qu'ils nous remettent lorsque nous les sollicitons, et je dois dire un peu mes regrets des tracas que je leur procure depuis quelques semaines, de façon très indirecte, mais
parce qu'il y a dans le pays quelques contestataires qui ont décidé d'entraver les déplacements des ministres de la République. Je remercie les forces de l'ordre qui sont mobilisées à ces occasions-là et qui sont obligées justement de rétablir l'ordre. La qualité donc des relations entre le préfet et le procureur qui co-préside l'état-major de sécurité a permis une meilleure connaissance mutuelle, une plus grande efficacité aussi dans l'action, dans une action concertée, évidemment, selon les prérogatives de chacun. Cette relation, je le disais, s'est institutionnalisée dans l'état-major de sécurité avec des effets bénéfiques pour les missions de police administrative, mais aussi d'ordre public, ainsi que de police judiciaire. Et une des illustrations de cette maturité est aussi le fait que la notion de chaîne pénale est mise en cause et elle recule, parce qu'elle a produit de la confusion et de l'inefficience souvent. Un partenariat est solide et efficace s'il repose sur des compétences particulières, singulières, identifiées, si chacun apporte ses compétences-là, ses prérogatives, ses capacités, si chacun est en mesure de les rendre intelligibles à l'autre, de faire valoir ses contraintes juridiques, d'accomplir sa mission et donc d'apporter sa part. Et les procureurs le savent parfaitement en dirigeant les enquêtes. Ils voient bien la qualité des enquêteurs. C'est un travail particulier. C'est en tant que professionnel que les officiers et les agents de police et de gendarmerie effectuent ces enquêtes. Et leur rapport est singulier. Et c'est cet apport qui fait la force du travail d'enquête dirigé par le procureur. La police et la justice sont donc fortement liées mais distinctes, et c'est ensemble, mais dans leur spécificité, qu'elles assurent l'efficacité de la politique publique. C'est ce que le président de la République appelle une justice efficace et diligente dans le respect des droits de chacun. Il y a donc évidemment une autonomie de la justice, mais cette autonomie n'est ni un acte de défiance, ni un prétexte à isolement, et aucun procureur ne le vit ainsi. Au contraire, cette autonomie pose un certain nombre d'exigences. Et concernant les zones de sécurité prioritaires, nous avons décidé, dès la réunion de septembre et à nouveau en cette réunion du mois de mai, de considérer qu'une doctrine d'emploi judiciaire de ces ZSP peut être posée, doit être posée, mais qu'elle doit s'affiner au fur et à mesure des résultats à partir des méthodes opérationnelles mises en œuvre, et c'est ainsi que nous continuons après l'avoir constaté pour les 15 premières zones de sécurité prioritaire. Évidemment, se pose la question de l'articulation des structures existantes, notamment les GLTD, mais aussi les CLSPD, les CISPD, pour les comités intercommunaux, l'état-major de sécurité, qui sont des structures qui visaient essentiellement à construire un diagnostic partagé. Et ce diagnostic partagé, qui définit évidemment les problématiques spécifiques à des délinquances localisées, qui définit des objectifs, des effectifs, des moyens, ce diagnostic partagé inspire la politique pénale. Cette politique pénale doit se décliner sur le territoire. Autant il relève de ma responsabilité de définir la politique pénale sur l'ensemble du territoire, autant il relève de la responsabilité des procureurs généraux de décliner cette politique pénale générale dans leur ressort régional. Et les procureurs qui, eux, exercent directement l'action publique doivent ajuster cette politique pénale sur leur propre territoire. Et c'est d'ailleurs ce que dit la circulaire du ministre de l'Intérieur lorsqu'elle rappelle que le procureur de la République définit seul la politique pénale dans son ressort. Et c'est bien ce qui se pratique au quotidien, le procureur général étant garant de la cohérence de ces déclinaisons territoriales de la politique pénale. Mais bien entendu, cela suppose des exigences vis-à-vis des procureurs. Et parmi ces exigences, il y a la nécessité d'évaluer qualitativement les méthodes de travail, mais quantitativement aussi
par le taux d'élucidation qui doit s'améliorer. Nous avons vu ce matin à la Duchère, par exemple, que le taux d'élucidation s'est amélioré, mais c'est le cas dans d'autres zones de sécurité prioritaires. Et surtout faire en sorte que le péril que fait peser la dissolution du lien social par ces actes de délinquance très enracinés, que ce péril soit résorbé, parce qu'il est important de rétablir de la cohésion sociale dans nos quartiers, dans nos cités, qui sont des territoires particulièrement vulnérables. Cette exigence vis-à-vis des procureurs, elle se pose évidemment dans leur relation à l'autre. Dans leur relation à l'autre, donc à la police judiciaire, et la circulaire du ministre de l'Intérieur offre une opportunité extraordinaire parce que, avec les cellules de coordination de la sécurité intérieure et ce que le ministre de l'Intérieur appelle la coopération renforcée, il y a là l'occasion pour les procureurs de participer à la définition et au déploiement des moyens de la police judiciaire, puisque c'est ce que prévoit le ministre de l'Intérieur parmi les objectifs des cellules de coordination. Nous savons à quel point à la fois les effectifs et le déploiement des enquêteurs peuvent peser sur l'efficacité d'une enquête. Et le fait de pouvoir ainsi en amont participer à la définition, à la désignation de ces enquêteurs et de leur déploiement est une chance extraordinaire que les procureurs et les procureurs généraux apprécient à leur juste mesure, et le garde des Sceaux que je suis, bien entendu, également. Avec, je le répète, cette exigence au niveau des résultats, cette exigence qualitative et quantitative. Il y a à se poser évidemment la question des relations avec les autres instances. Je parlais tout à l'heure des GLTD. Les informations recueillies dans les GLTD peuvent être transmises dans les états-majors de sécurité. De même qu'on peut prendre exemple des CODAF, qui sont ces comités départementaux antifraude, avec des méthodes de partage du travail qui doivent être utiles pour faire en sorte que ces cellules opérationnelles le soient le plus possible. Il y a à faire en sorte que les états-majors de sécurité, eux également, puissent s'adapter à ces nouvelles situations. Dans la circulaire, la dernière circulaire que j'ai diffusée, donc à partir de ce matin, il est suggéré que les états-majors de sécurité classiques se tiennent régulièrement, mais que des états-majors de sécurité ciblés sur les ZSP se tiennent également régulièrement. Lors de la séance de travail de mardi sur le bilan des premières ZSP, le procureur général Jacques Beaune nous a fait valoir que l'état-major du Rhône avait décidé de mettre à l'ordre du jour, systématiquement toutes les 3 semaines, un point réservé aux zones de sécurité prioritaires. Il y a donc là une méthode innovante qui peut aussi elle-même faire recette et être utilisée ailleurs. Je vous ai parlé du retour d'informations, pas encore. Lors de la présentation de ma circulaire générale de politique pénale au Conseil des ministres en septembre 2012, j'ai demandé au parquet de faire retour au service d'enquête de la suite réservée aux procédures sur lesquelles les enquêteurs ont travaillé. C'est une démarche qui me paraît légitime. Elle illustre le travail de coopération que nous conduisons entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, et elle doit contribuer à une meilleure compréhension sur le terrain entre les parquets et les services enquêteurs. J'ai pu constater, en me déplaçant dans les juridictions et en essayant d'observer l'application de cette disposition parmi d'autres, que finalement les parquets n'ont pas été historiquement structurés pour faire remonter les informations et pour les rendre à ceux qui leur font parvenir ces informations, c'est-à-dire les services d'enquête, mais aussi les administrations qui saisissent les parquets, une structure comme Tracfin par exemple, qui jusqu'à maintenant n'a pas de retour. J'ai donc décidé de charger le secrétaire général ainsi que les directions de la chancellerie chargées de ces questions, c'est-à-dire la direction des affaires criminelles ainsi que la direction des services judiciaires,
de me faire des propositions à la fois opérationnelles et pérennes pour que cette remontée d'informations se fasse de façon plus systématique. Elle se fait dans certaines juridictions de façon orale, dans d'autres juridictions de façon écrite. Nous avons commencé à travailler sur certains logiciels informatiques, mais nous allons mettre en place un dispositif qui soit systématique et pérenne. On vient de me montrer un papier qui me demande de conclure en 5 minutes, alors que je ne vous ai pas dit le quart de ce que j'avais prévu de vous dire. Mais je ne vais pas faire le ministre de l'Intérieur rater son train. Je vais donc me frustrer profondément, mais vous libérer, parce que probablement que j'abuse de votre attention. Je veux dire 2 ou 3 choses essentielles. D'abord qu'il y a la question qui a été évoquée à plusieurs reprises de l'échange d'informations. Il est évident qu'avec ces cellules de coordination, il y a plus d'acteurs qui interviennent dans ces cellules et par conséquent plus de personnes qui n'ont pas la qualité ni de procureur, ni de policier, ni de préfet. Et se pose la question des informations nominatives et du partage de ces informations. Je sais que Saint-Dizier, et le député maire Paul Gentil est très impliqué, va faire signer une charte de confidentialité. Je ne suis pas sûre que cela suffise, mais en tout cas c'est un acte, c'est une innovation. J'ai déjà fait interroger la CNIL et je ferai remonter très vite l'avis de la CNIL, parce qu'il y a évidemment un besoin de ces informations, du partage de ces informations, y compris avec la protection judiciaire de la jeunesse, par souci d'efficacité. En même temps, il y a un risque sur les libertés individuelles. Nous avons des textes de loi, ils sont plutôt restrictifs. Nous devons fonctionner dans les limites de ces textes de loi et par conséquent faire en sorte que la loi soit respectée et en même temps que nous puissions être efficaces dans ce que la loi nous demande aussi, l'efficacité dans les politiques de sécurité. Je veux saluer le rôle des élus, notamment des élus locaux, des maires qui sont nombreux dans la salle. Certains sont venus de loin puisque la maire de Cayenne, Mme Timéra, est là également. Mais nous avons entendu sur la scène le maire de Mulhouse, M. Rotner. Nous avons entendu également l'adjoint au maire de Grenoble, M. Safar. Nous savons que l'adjoint au maire de Nantes, M. Nicolas, est également là avec une action très novatrice avec le préfet et la procureure sur la sécurité. Les maires sont actifs, le maire d'Amiens. Les maires sont très actifs, le maire de Muro que j'ai vu également, et surtout, ils sont très très inventifs. Et bien entendu, il faut qu'ils soient associés à ces dispositifs parce qu'il n'y a pas de succès possible sans la participation des maires. Nous savons que la répression est indispensable. La répression est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Et le procureur général Baume le disait lui-même, on ne peut pas faire revenir l'ordre public et la paix publique dans ces quartiers, dans ces cités, avec la seule répression. Ce que confirmait d'ailleurs le procureur Sylvain Monti en rappelant la nécessité de l'individualisation, la nécessité de la contextualisation, que nous rappelait également le procureur Éric Lallemand d'Evry. Mais il faut évidemment l'intervention des autres forces. Et c'est ce qui se fait à Marseille. Nous avons l'illustration de la nécessité de mobiliser toutes les autres administrations, y compris d'ailleurs les autres ministères, la nécessité de les mobiliser et des résultats que nous voyons. Et ce gouvernement a choisi l'action. Il a choisi l'action, c'est ça le sens de ces zones de sécurité prioritaire. L'action plutôt que le tourbillon législatif que nous avons connu, parce que cette situation d'insécurité n'est pas nouvelle, elle n'est pas récente. Nous y sommes confrontés et notre société y est confrontée depuis de nombreuses années. Mais plutôt que le tourbillon législatif, et d'ailleurs, Montaigne lui-même déjà disait qu'il n'est rien sujet à plus continuelle agitation que les lois. Il y a une vieille pratique dans ce pays d'agiter les lois. Ça s'était calmé il y a plusieurs années. Ces dernières années, nous avons vu qu'il y a eu une inflation législative qui n'a pas résolu les problèmes. Nous avons pris le pari de réussir. Le pari de réussir, nous acceptons la mesure de notre action. C'est pour ça que nous travaillons à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et d'indicateurs quantitatifs. Prendre la mesure de son action, c'est avoir le courage de dire que nous sommes engagés sur la sûreté des Français, la sûreté telle que Montesquieu l'entendait, c'est-à-dire une vraie liberté, une liberté qui donne cette tranquillité d'esprit aux citoyens. Nous avons le devoir de consolider les institutions, parce que les institutions sont la protection des citoyens, notamment des citoyens les plus vulnérables. Nous devons faire en sorte que ces institutions résistent aux alternances, aux croyances, aux risques démocratiques, que ces institutions résistent et renforcent
la sécurité des Français. C'est une obligation que nous avons. Et parmi les indicateurs de mesure, il y a évidemment les indicateurs quantitatifs. Il y a les indicateurs qualitatifs sur le cadre de vie, sur la qualité de vie. Mais il y a surtout ce que ressentent les habitants, ce que ressentent les citoyens. Le fait qu'ils retrouvent confiance dans l'État. Le fait qu'ils comprennent que la puissance publique est présente, qu'elle est de retour et qu'ils peuvent lui faire confiance. Nous avons cette obligation et c'est pour ça que nous n'allons pas relâcher nos efforts. Nous allons donc nous retrouver prochainement. Entre-temps, Manuel Valls et moi-même, nous aurons continué à travailler. Nous allons apprécier toutes les remontées que vous nous faites. Nous les partageons entre nous. Nous allons continuer à vous recevoir d'ailleurs de façon croisée. Manuel Valls, les magistrats, moi-même, les représentants des policiers. Mais nous allons surtout faire en sorte que les maires qui souvent, longtemps, se sont battus seuls face à la loi des bandits et face à la désertion des services publics, qu'ils sentent bien qu'ils ne sont plus seuls, qu'ils sentent bien que l'État est à leur côté, qu'ils peuvent s'adosser à l'action de l'État. Je vais dire en quelques mots que j'avais des tas d'autres choses à vous expliquer, mais ce sera à vous présenter, mais ce sera pour une autre fois. Je veux juste saluer vraiment la très très grande qualité du travail qui a été fourni. Merci Monsieur le ministre de l'Intérieur pour la façon dont ces travaux ont été organisés, pour la façon dont vous les avez vraiment ouverts au parquet, la façon dont vous faites en sorte que l'entente s'améliore sur le terrain entre les forces de police et la justice, parce que nous sortons d'une période où ont été privilégiées les procédures rapides, où on a sacrifié parfois les enquêtes qui demandaient du temps pour apporter justement des procédures solides et qu'on a favorisé les comparutions immédiates. Aujourd'hui encore, il faut des comparutions immédiates, chaque fois que nécessaire, pas lorsqu'elles pénalisent les victimes, mais il faut bien entendu accepter que des enquêtes appellent du temps, nécessitent du temps, et c'est du respect pour la qualité du travail fourni par les enquêteurs. Je salue donc la qualité des travaux que j'ai pu apprécier grâce aux restitutions qui ont été faites. Il m'est venu une pensée d'Aristote, compte tenu de ce que j'ai entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de doutes dans ce que vous avez dit, il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu un engagement à la réflexion, et c'est pour ça que ça m'a évoqué cette pensée d'Aristote, où il disait que l'ignorant affirme, que le savant doute, et que le sage réfléchit. C'est bien ce que vous nous avez démontré aujourd'hui.